C'est Annie qui va répondre à ces problématiques autour de Gabriel Péry, député. Donc, notre collègue Annie Burger-Roussinac, par ailleurs membre du comité de rédaction des Cahiers d'Histoire et grande connaisseuse du communisme de l'entre-deux-guerres, qui prépare actuellement un dossier avec Pascal Guyot, que je vois ici, va nous parler de Gabriel Péry, député. Merci beaucoup, Annie. Donc, 15 minutes pour toi, pour présenter ce moment important. Merci beaucoup. Merci, Anne. J'étais très surprise quand j'ai été invitée, parce que je ne suis pas spécialiste de Péry. Je connais un petit peu Vaillant Couturier, mais certes, un maître à penser, enfin, un maître du journalisme de Péry, mais contre tout, j'ai relevé le défi. Je me suis attelée à connaître mieux Gabriel Péry et je remercie Anne et Pierre Barésil d'avoir pensé à moi. Donc, on peut passer à la première. Alors, oui, j'ai mis comme sous-titre le député d'Argenteuil. En fait, c'est une citation de Louis Aragon. On va voir que ce n'est pas tout à fait Argenteuil. On peut mettre la première. Voilà. Alors là, les trois. Ok. Donc, quand il a préparé son procès, Gabriel Péry s'est présenté comme homme politique, député et journaliste, les trois termes juxtaposés. C'est le titre de la biographie qu'a écrit Alexandre, mais c'est intéressant que ces trois termes soient juxtaposés et qu'ils servent à Gabriel Péry pour se définir et pour comme son identité. Alors, Louis Aragon, qui n'avait pas probablement une connaissance, parce que c'est dans les notes sur le procès, et ça ne figure pas dans les lendemains qui chantent, donc ils ne contiennent que la biographie, lui aussi a juxtaposé donc 4 termes pour décrire la vie de Gabriel Péry, le Parlement, le journal, les meetings, Argenteuil, sa circonscription. Donc, il a retrouvé ce même procédé stylistique que Péry utilisait, mais en balançant la phrase en 4 temps qui met en symétrie donc, le travail parlementaire et le travail du propagandiste. Alors, pendant 7 ans, effectivement, député, il le fut pendant 7 ans. De son élection victorieuse en 1932 à sa destitution en 1939. Et c'est ce que Péry dit aussi quand il présente son action. Voilà, pendant 7 ans, il le martèle dans son autobiographie. Et le début donc, de sa fonction de député, c'est une période difficile pour lui et ça va marquer un tournant dans son activité militante. Donc, député, effectivement, a été une identité aussi forte que celle de journaliste. Pourtant, le contexte n'était vraiment pas facile. Hein. On est en 1932, la tactique, c'est classe contre classe, pas d'alliance au 2e tour. Et grande suspicion envers les intellectuels, et Péry est catalogué comme tel, et le Parlement, c'est une antre de perdition. Enfin, j'exagère un petit peu, mais ça n'a pas beaucoup évolué depuis 1920, à l'époque, quand Vaillant Couturier écrivait Député contre Parlement, et qui était son programme électoral en 1919. Il a quand même été élu. Donc, un fort antiparlementarisme régnait au sein du Parti communiste, et les députés, enfin, une certaine méfiance vis-à-vis du député qui était soit soupçonné de pouvoir être arriviste, soit de travail. Voilà. 2 écueils donc à surmonter. Alors, il est député d'Argenteuil, dit Louis Aragon.
c'est pas tout à fait vrai, c'est pas député d'Argenteuil, c'est député de la circonscription d'Argenteuil, laquelle est un peu plus vaste que simplement Argenteuil. Donc, c'est une circonscription qu'il n'a pas choisie, qu'il ne connaissait pas. Il s'est permis d'écrire une lettre à Maurice Thorez pour refuser d'être candidat. Et finalement, il a accepté. Son choix personnel, c'était d'être élu dans le Sud. Il aurait voulu être élu à Marseille. Moi, j'avais tenté 2 fois d'être élu. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette lettre qu'il envoie à Maurice Thorez, ça dessine aussi le portrait du député que lui pense veut être, en l'occurrence, un homme qui connaît la circonscription dans laquelle qu'il représente et qui a des liens personnels avec ses membres. Alors, mais la règle invoquée donc, pour le présenter, c'est qu'un journaliste de l'humanité ne peut pas être candidat ailleurs qu'en région parisienne. En même moment, Paul Vaillant-Couturier est candidat à Villejuif, il était déjà le maire, mais il ne voulait pas du tout être député. En tout cas, il a accepté lui aussi. Et donc, Péry se retrouve surprise absolue, même si Gabriel dit que... Alexandre, excuse-moi. Alexandre Courban dit que c'était une circonscription que le parti pensait pouvoir gagner. Moi, j'ai regardé un peu les chiffres, c'était pas si évident que ça. Et il est élu au 2e tour, donc avec une avance nette sur son opposant, donc un homme de centre-droit, André de Fels, et une élection que celui-ci a considéré qu'il n'avait pas été gagné à la loyale. Il a même porté la chose devant l'Assemblée pour contester en disant que la campagne avait eu des choses, mais l'Assemblée a validé l'élection et il y a eu 2 reports de voix donc, qui l'ont surpris, effectivement, qui sont surprenants, un candidat socialiste de Trave et un radical socialiste, ancien socialiste, Le Deux. Donc, Péry s'est imposé, a imposé son style dans une circonscription qui avait en plus la caractéristique d'être une circonscription ouvriériste. Voilà. Et le candidat qui était proposé, c'était un ouvrier qualifié, dénommé Paul Gors, qui a été proposé par la cellule locale. Donc, il était enraciné à Argenteuil, membre du Parti communiste depuis 1920, et en plus le fondateur du journal Le Prolétaire. Voilà. Argenteuil, donc c'est Argenteuil, Besançon-Houille, plus 4 autres communes, mais donc 3 grandes villes industrielles. Hein. La ville la plus importante de la circonscription, c'est Argenteuil. Et c'est une ville qui reste à conquérir pour les communistes. Hein. C'est comme toutes celles qui vont ensuite constituer la ceinture rouge. La ceinture rouge, elle existe vraiment en 1935. Seul Besançon-la-Rouge, Besançon est dirigé par une municipalité communiste. C'est de Besançon, en fait, qu'il va véritablement conquérir l'ensemble de ce que ensuite Georges Sadoul, successeur de Vaillant-Couturier, c'est ça, je me trompe, oui, Georges Sadoul, c'est déjà, pardon. Donc c'est l'auteur en tout cas de l'article, Asperges, Canon, Ceinture Rouge, donc le cœur de l'îlot rouge que les communistes conquièrent lors des municipales de 1935. Donc la circonscription, elle est totalement ouvrière, il y a 41% de la population qui est ouvrière à Argenteuil, une centaine d'entreprises de toutes les tailles, la même chose à Besançon et à Houille. Et comme dit un historien Pierre-François Claustre, c'est un territoire pris par l'industrie, donc avec toutes les nuisances qui vont avec, l'assainissement qui est défaillant, les eaux usées, les rejets dans la Seine, et une très forte croissance aussi de la population. Hein, donc tous les problèmes qui font que ces villes ont tous les mêmes problèmes qu'on rencontre dans le reste de la banlieue, des villes de banlieue de la Seine, les mal lotis, les services publics insuffisants, etc. Plus en 1932, le chômage qui s'installe donc, et qui est fort important
à Argenteuil. Hein. À la Lorraine, donc la future SNECMA, on passe de 3000 à 1300 ouvriers, à la SAGEM de 1000 à 500, etc. Donc, mais bien qu'ouvrière, cette région n'était pas encore, il n'y avait pas encore d'ancrage militant fort à Argenteuil, on peut même dire faible, hein, sur 120 ouvriers de Bioré-Olivier, 4 seulement étaient à la CGTU en 1931 et aucun au parti. Sur les 1200 de la Lorraine, à peine 10 sont membres de la CGTU. Donc, en termes militants, c'est vraiment à conquérir. Mais il y avait déjà 5 conseillers municipaux communistes en 1929. Alors, on va passer à la suite. Donc, là, c'est la réponse à la question d'Anne. Comment est-ce qu'il faisait? On ne sait pas, mais visiblement, il dormait peu. Hein. Pendant 7 ans, je passais ainsi une partie de mes journées à la chambre, une autre partie au journal. Je me rendais le soir dans ma circonscription. Je revenais généralement au milieu de la nuit au journal, en connaissance. Il rentre chez lui à l'heure des litiges. Donc, je ne sais pas combien de temps il dormait, il n'est pas beaucoup. Pardon. Je ne sais pas combien il reste en fait. 5 minutes. D'accord. Donc, les liens avec le territoire, donc ce territoire qu'il ne connaissait pas, où il n'avait jamais mis les pieds, vont être des liens constants. Hein. Il dit tous les soirs, je ne sais pas s'il y était tous les soirs, mais en tout cas, il y était souvent. Et il avait un lien déjà par son secrétaire au Parlement, donc, qui était Victor Dupuis, donc, qui était un militant d'Argenteuil, secrétaire de cellule à Argenteuil et qui devient le maire en 1935. Ensuite, il a le lien par le prolétaire. Là, je vous ai mis mais je n'ai pas trouvé de prolétaire de 1932. Donc, le prolétaire, donc, qui était le journal communiste local, donc il écrit dans le prolétaire. Et il a un article hebdomadaire signé Péry, donc là, un lien par le journalisme, mais localisé. Le Vaillant Couturier faisait la même chose avec Juif. Et à la Chambre, donc l'échelon local est très très présent dans les questions qu'il pose aux différents ministres d'emblée, hein, à partir de 1932. Donc, première question, ministre des Transports, il faut draguer la Seine, c'est pas du tout acceptable, il faut trouver l'argent pour agrandir le pont de Beson. Voilà, très centré sur les intérêts de la population de sa circonscription. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de son action parlementaire, au Parlement même. Je vais laisser Pierre-Marie dire beaucoup plus là, et vous les faire entendre un petit peu. Je vous ai mis la chanson de Jacques Prévert, connu, enfin, le poème de Jacques Prévert mis en musique par Florence Prisma. Donc, ce texte, en fait, il rend compte d'un fait divers que Gabriel Péry a porté devant l'Assemblée nationale pour dénoncer donc, ce qui s'appelait des établissements d'éducation surveillés et pour appeler à transformer réellement la condition des mineurs qui étaient emprisonnés, en disant que, premièrement, ils sont emprisonnés pourquoi? Parce que, non pas parce que ce sont des délinquants, mais parce que ils ont commis des fautes mineures, donc ils ont simplement par vagabondage, le vagabondage suffisait pour être enfermés, et il a vraiment plaidé le dossier de la disparition de cette éducation surveillée et de son remplacement par de véritables maisons. Il parle de maisons pour les enfants, il les appelle enfants, il ne les appelle pas jeunes délinquants, mais enfants, et enfants difficiles, voilà le seul mot qu'il utilise pour désigner la jeunesse délinquante. Et il dit qu'ils sont les grandes victimes de la misère ouvrière, et par conséquent, voilà, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ce discours qu'il fait à la Chambre le 17 novembre 1934, il montre aussi la foi qu'il avait dans le Parlement.
Et il dit je n'ai pas la naïveté, je termine sur une petite citation et ensuite je vous fais écouter une petite minute la voix de Gabriel Péry. Je n'ai pas la naïveté de croire que le gouvernement va régénérer l'enfance malheureuse. L'état social dans lequel nous vivons, c'est lui le vrai responsable. Cependant, même dans ces limites, il faut faire immédiatement quelque chose. Voilà. Et donc, comme quoi, la vision qu'il avait du Parlement était à des années-lumière de la perception, en tout cas de la représentation anti-parlementaire qui dominait auparavant. Alors, je voudrais juste un dernier, qu'on écoute la voix de Gabriel Péry, parce que j'ai retrouvé la voix de Gabriel Péry dans une émission, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est la dernière, il y a une petite. Voilà, bon, ça c'est des photos de Gabriel Péry. Voilà, alors on peut donc c'est en fait, les journalistes qui parlaient à la radio lisaient leurs articles et Gabriel Péry a lu un certain nombre de ces articles à la radio. Et voilà, ça en va. Et là, c'est une intervention, donc c'est à propos de l'Éthiopie, de l'annexion de l'Éthiopie. Et bon, j'ai bricolé, hein, c'était enregistré au portable. Enfin, et vous pouvez le retrouver, c'est sur France Culture, c'est accessible en podcast. Il faut juste appuyer sur la petite flèche. Le Conseil des ministres et les 3 conseils magiques sont convoqués samedi soir à 23 h avant l'objet de faire connaître le statut de l'autre Éthiopie. Faites attention au programme. Le roi de Tel tentera désormais libre encore la vie. Quel sera ce nouveau statut éthiopien? La seule solution est possible, écrit le journal équitable, l'annexion dure et simple. Il n'est donc pas question de formuler le sens, mais le sens important devant la société des nations. La société des nations est restée développée, elle est fasciste de ce prélude, ni des intentions de Genève, ni d'ailleurs de celle de Londres. La politique du fait accompli triomphe sur toute la vie. La parole est donc au député Pierre Baréville, député de Bouches-du-Rhône, qui va nous évoquer aussi la personne de Gabriel Péry, député. Merci. Merci beaucoup. L'exercice auquel j'ai accepté de me livrer aujourd'hui aurait mérité un travail de recherche plus approfondi, voire en prétendre être plus qu'une évocation du député Gabriel Péry. Même si l'on dort peu, c'est une réalité, parfois ça ne suffit pas à faire exactement ce que l'on voudrait. Voilà, grâce au service des archives de l'Assemblée nationale, j'ai pu consulter les tables exhaustives de ces interventions dans l'hémicycle, ce qui constitue quand même un matériau éclairant, quoique insuffisant. Il faudrait donc resituer tout cela dans son contexte, dans une complication de relations humaines et politiques, mais les mots prononcés dans ce lieu, et a fortiori à la tribune, sont ceux que l'on prononce en s'adressant à d'autres qui n'ont pas la même vision du monde, en s'adressant au gouvernement qui doit s'expliquer et rendre des comptes. Ce sont les mots du combat politique, ceux qui décrivent le réel, comme on le voit, ceux qui détaillent les arguments, ceux qui dénoncent et qui proposent, ceux qui revendiquent le pouvoir. Ce sont des mots à la fois collectifs et individuels. L'hémicycle est ce lieu de tous les désaccords, de toutes les confrontations. En tout cas, il devrait l'être. Et nous sommes donc là dans l'ordre du discours, et pas n'importe lequel. Il faut ébranler, convaincre, démontrer, sculpter les contours de sa conviction face à l'adversité. Michel Foucault formulait l'hypothèse que, je le cite, « Dans toute société, la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers, d'en maîtriser l'événement aléatoire, d'en esquiver la redoutable matérialité. » Alors, à lire Gabriel Péry, à l'imaginer prononcer ces mots, visiblement tracés sur le papier avec le soin du journaliste,
On mesure que c'est bien à cette menace d'être domestiquée et dévitalisée qu'il s'attaque jusqu'à ce qu'il en soit empêché. Il ne cherche pas les effets de tribune, il est précis, démonstratif, grave. Lorsqu'il est élu pour la première fois en Seine-et-Oise en 1932 avec 10 autres communistes, il s'est déjà présenté effectivement à plusieurs reprises, ça a été dit, notamment à Marseille. Il est actif à l'Assemblée, même si tout ne se joue pas là, on est effectivement au cœur du combat politique. Et l'écriture, pour répondre à une question qui a été posée, peut, je pense, je crois, en tout cas c'est mon expérience, unifier aussi la vie et l'action, même si le rythme n'était sans doute pas le même, y compris le rythme des réunions, des séances, etc. J'ai retrouvé donc sa profession de foi de 1936 qui renvoie au programme général du Parti communiste et dans une série de propositions plus précises liées à sa circonscription qui détaillent, qui commencent par les travaux de voirie, de transport, d'habitat, assez précis, le compte besoin effectivement, ou qui évoquent le petit commerce, témoignent de son enracinement. J'ai noté ce qui préfigure la grande idée de la sécurité sociale, peut-être sous cette formule que je cite, réorganisation des services chargés de l'attribution des secours aux vieillards, infirmes, incurables, aux familles nombreuses, femmes en couche, nécessité immédiate de relèvement de ces secours. Et Annie Burger-Ousnac disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de chômeurs dans la circonscription. Sa profession de foi termine par cette proposition, défense de tous les droits acquis des chômeurs contre toutes les brimades. Alors, ces premières initiatives de députés, en tant que membre de la commission de l'enseignement et des beaux-arts, sont 4 propositions de loi qui s'intéressent au sort des enseignants, à leur statut, à leur nombre, et ils demandent par exemple la création d'une indemnité spéciale aux maîtres exerçant dans les postes dits déshérités. Il interviendra d'ailleurs sur ces enjeux avec constance. Ainsi, le 20 novembre 1934, il s'exprime sur le budget du ministère de l'Éducation nationale et la politique scolaire. Une des plus graves questions de l'heure, dit-il. Ce pays, depuis qu'il est entré dans la crise, connaît lui aussi, comme les autres pays capitalistes, une jeunesse que le chômage et la détresse rendent inquiète. Et le nombre s'accroît chaque année de ceux qui, au sortir d'études longues et dispendieuses, ne rencontrent au carrefour de la vie que des accès interdits et des voies barrées, explique-t-il. Il dénonce le sort des non-titulaires. Jamais, dit-il, jamais, je crois, dans un laps de temps aussi court, le gouvernement n'avait battu autant de records dans le domaine de la dévaluation intellectuelle. Voyant les établissements privés s'apprêter, je cite, à recueillir ces élèves que l'État décourage, ces professeurs auxquels l'État s'avère incapable de fournir le gagne-pain nécessaire, il interroge, qui bénéficie en définitive de ce délabrement de l'enseignement public? Et après avoir pointé du doigt les opposants à la gémination, c'est-à-dire à la mixité, en fait, il prend l'offensive. L'enseignement que nous concevons est celui qui sera fondé d'abord sur l'éducation du sentiment de l'initiative, de la responsabilité individuelle. Et à plusieurs reprises, il s'est employé à défendre les enseignants, leurs droits et libertés, notamment les libertés syndicales. Mais la dominante de son action parlementaire, évidemment, ce sont les questions internationales sur lesquelles tout au long de ses mandats, il fut l'orateur en pointe du groupe communiste. Ils étaient 11, comme nous aujourd'hui. Les questions internationales, c'est-à-dire évidemment le sort de l'humanité. Je voudrais citer assez abondamment Gabriel Péry en faisant un bout de chemin avec lui. 28 octobre 1932. C'est le système de Versailles lui-même qui est en cause. C'est lui qui est menacé d'effondrement. Il a fallu une crise mondiale, avec 50 millions de chômeurs, avec des souffrances de toutes sortes, s'abattant sur l'humanité pour que les clauses de réparation du traité de Versailles fussent fortement atteintes. Nous n'avons jamais cru au caractère sacré des réparations. Nous avons toujours pensé, au contraire, que les charges imposées aux masses laborieuses d'Allemagne avaient favorisé, dans les pays vainqueurs, l'offensive contre le standard de vie des travailleurs. D'autre part, ce traité, dont la crise a ébranlé les fondements, nous croyons qu'il a favorisé l'éclosion du nationalisme en Allemagne. Nous croyons d'abord que c'est en s'élevant contre certaines clauses particulièrement iniques de ce traité qu'Hitler, avec la démagogie qui lui est propre, a rallié la faveur populaire. Et nous croyons enfin qu'en multipliant les groupements ethniques et minoritaires placés sous la domination de l'étranger, le traité a multiplié les causes de conflit et d'insécurité. Fermez les guillemets. Vous voyez, y compris que ces mots-là, il ne suffit pas de les écrire, il faut ensuite les prononcer à la tribune de l'Assemblée nationale dans l'adversité. Gabriel Péry déploie une pensée construite, avec constance, et il écrit avec minutie un monde que d'autres ne veulent pas voir. 6 avril 1933.
Monsieur le Président du Conseil dénonçait ici l'autre jour ce qu'il appelait la psychose de guerre. Le tout est de savoir comment naît et se développe cette psychose. Nous ne croyons pas qu'on la fera disparaître en se contentant de la maudire. Nous pensons au contraire que le devoir est d'éclairer les masses populaires sur la gravité des dangers de guerre et de les convier à s'attaquer à la cause même du fléau. Alors il pointe les causes, à nouveau, implacables. Le traité de Versailles et l'humiliation d'un peuple allemand qui a, je cite, subi la double exploitation de ses capitalistes nationaux et des capitalistes étrangers. L'accroissement de la détresse et de la misère, la paupérisation des classes moyennes, la restitution, on est, j'ai dit, en 1933, dans ce moment de tactique, effectivement, classe contre classe, la restitution par la social-démocratie à la bourgeoisie du pouvoir que les ouvriers avaient conquis en Allemagne. Et déjà, il semble dans l'air du temps se diffuser l'idée terrible qui fait son chemin, je le cite encore, la République de novembre, en Allemagne, a dirigé tous ses coups contre le prolétariat. Il n'y avait pas de moyen terme entre la dictature prolétarienne et le point bardé de fer de la réaction fasciste. On a écarté la dictature prolétarienne. On ne résoudra pas la crise en écoutant les discours de propagande de M. Goebbels contre le marxisme, en lisant dans l'autobiographie d'Hitler ses projets d'expansion vers l'Est et de deuxième Brest-Litovsk. On ne donnera pas de travail aux chômeurs en condamnant les communistes à la potence et en persécutant les juifs. Nous sommes en 1933. Il est anticolonialiste. Je cite encore, nous nous élevons contre ces trucs, ces compensations coloniales recommandées par certains et dont les populations opprimées ou exploitées seraient appelées à faire les frais. Il s'intéresse de près aux opérations de répression au Maroc, mon cher Jean-Paul Lecoq. Et le 30 juin 1933, il dénonce une méthode très vieille. Je cite, la provocation, l'excitation des musulmans contre les juifs. Et lorsque, comme ce fut le cas à Rabat il y a quelque temps, des rixes éclatent, on justifie l'intervention de la troupe et l'on essaye de noyer dans le sang la résistance des populations. 8 juin 1934, il invite le gouvernement à étudier les propositions soumises par la délégation soviétique devant la Commission générale de désarmement. Je le cite. Les puissances d'argent aggravent les dépenses militaires qui pèsent si lourdement sur les masses populaires, cruellement frappées déjà par les conséquences de la crise. Les États capitalistes ne veulent pas désarmer, poussés qu'ils sont par le jeu de leurs intérêts à s'armer pour la conquête de marchés nouveaux, pour la sauvegarde de privilèges usurpés, pour la défense de leur rapine coloniale. Des années durant, donc, il alerte, il éclaire, il dégage une autre voie, il le fait avec son approche de journaliste méticuleux, qui vous met le nez sur le réel, et le réel, c'est le fascisme dont il perçoit la menace vertigineuse. Il le combat pied à pied, autant qu'il combat la guerre. 30 novembre 1934. Si des coups de revolver ont retenti, si souvent depuis quelques années en Europe et dans le monde, c'est parce que le fascisme empoisonne l'atmosphère internationale. Il semble parfois, dans le désarroi des institutions internationales, que plus aucune force ne soit capable d'arrêter le déclenchement de conflits armés. Nous nous gardons de tirer cette conclusion. Ni la guerre, ni le fascisme ne sont à nos yeux des maux inévitables. Il y a de par le monde des forces qui s'opposent au déchaînement du fascisme de la guerre. Ce ne sont pas celles qui sont représentées sur ces bancs, ce sont les forces populaires, ce sont elles qui constituent la seule, la grande armée de la paix. Le 13 décembre 1935, ce que je reproche au gouvernement, c'est de n'avoir pas dit que si l'accord franco-italien lui était cher, il plaçait cependant au-dessus de tout la fidélité à la loi internationale. Cette politique a plutôt encouragé la hardiesse du Duce et rendu la guerre à peu près inévitable. À ceux qui disaient « la sanction, c'est la guerre », nous répondions « ce qui constitue le risque de guerre, c'est au contraire l'absence de sanction ». Il a beaucoup répété cela dans ses discours. Quand il aura été entendu que la faiblesse est un crime et que la violence est récompensée, qui donc prêtera l'oreille à ceux qui invoqueront le pacte violé et la loi internationale bafouée? Alors voici ensuite Pierre Laval écarté et Albert Sarraut qui le remplace. 31 janvier 1936, le groupe communiste monte à la tribune au moment de l'investiture, n'émettra pas tout à l'heure un vote hostile au gouvernement. Nous n'oublions pas que l'existence d'un gouvernement nouveau est le résultat de l'effort persévérant que nous sommes fiers d'avoir mené avec les autres groupes de gauche et que ce premier succès nous impose un devoir, celui de tout faire pour empêcher le retour ou la résurrection du système politique représenté par M. Pierre Laval. En d'autres termes, Monsieur le Président du Conseil, une formule va inspirer notre attitude et je vous la livre, le fascisme, voilà l'ennemi. Entendez-vous ce que nous attendons de vous
Et il cite, c'est que vous entendiez la protestation des chômeurs dont la détresse s'aggrave, des petits commerçants que la misère condamne à fermer leurs boutiques, des ouvriers qui recourent à la grève pour faire aboutir leurs revendications. Ce que nous attendons, enfin, c'est le redressement de la politique extérieure de la France. 23 juin 1936, après la victoire du Front populaire, ils ne sont plus 11, mais 72 députés communistes dans le groupe. Je le cite, « Il n'est de gouvernement fort que celui qui est issu de la victoire populaire et qui puise sa puissance dans l'assentiment populaire. Vous êtes ce gouvernement, messieurs. Aucun autre en France n'a pu s'enorgueillir de voir rassembler autour de lui tant d'énergie et d'enthousiasme. Aucun autre, par conséquent, ne pouvait s'adresser avec plus d'autorité à l'Europe et au monde. Nous représentons la foule des humbles, qui sont toujours les victimes les plus nombreuses et les plus douloureuses de la guerre. C'est d'elle que nous tenons notre mandat. Elle veut la paix, elle la veut avec tous. » Gabriel Péry continue à occuper le poste de vigie, comme il le fait d'ailleurs dans l'Humanité, et systématiquement, il tient le journal de ce qui s'est passé depuis la dernière séance des questions internationales, et il pointe le fascisme hitlérien, qui est, dit-il, le danger le plus inquiétant et le plus grave. 31 juillet 1936. Il ne s'agit pas de choisir entre la paix et le droit, mais plus simplement en face d'une politique qui affiche sa volonté d'expansion, ou bien les forces de paix dispersées et désemparées signifieront par leur désunion qu'elles acceptent et qu'elles se soumettent, ou bien, unies et regroupées, elles diront aux amateurs de violence « nous ne voulons pas » ou « nous ne voulons plus ». Cette citation n'est pas, évidemment, sans faire écho au poème de Louis Aragon, La Rose et le Résénat. 4 décembre 1936. 4 décembre 1936, la franchise, dit-il, est la forme la plus sûre de la loyauté. On en vient avec vos questions qui ont été évoquées auparavant par Anne Mathieu. La France, par une décision unilatérale, cesse de tenir pour valable des engagements contractés par elle, et c'est ce qu'on appelle la politique de la non-intervention. À vrai dire, votre décision était une forme d'intervention, car par elle, vous avez au départ modifié le rapport des forces sur le champ de bataille espagnol, et vous l'avez modulé au détriment de la République. En cédant au chantage et à la guerre, on n'augmente pas les chances de paix, on les affaiblit, on incite les maîtres chanteurs à menacer plus souvent et à exiger davantage. Ce qui crée le danger, c'est la prime à l'agression. 4 octobre 1938, c'est Daladier qui préside le Conseil. Le 37 ans ont été signés les accords de Munich qui voient l'Allemagne approuver dans son geste d'annexion du territoire des Sudètes. Nous voudrions, messieurs, que l'on n'oublie pas trop vite dans ces journées d'apothéose qu'on vient d'immoler une victime et que cette victime a été sacrifiée parce qu'elle était l'amie de la France et qu'elle avait cru dans la parole française. Nous ne croyons pas que ce sacrifice ait achevé la paix. Vous venez de démontrer au monde qu'il était imprudent et dangereux d'être l'ami de la France. Monsieur le Président du Conseil, nous vous le disons avec franchise et avec brutalité, quand on rapporte cela dans sa valise, on peut essayer de s'excuser ou de se faire pardonner. On n'a pas le droit de prendre des allures de triomphateur. On nous affirme qu'il fallait accepter cela ou se battre, la capitulation ou la guerre. Nous n'acceptons pas d'être enfermés dans ce dilemme. Nous ne voulons pas choisir entre la capitulation et la guerre. Nous disons non à l'une et non à l'autre. C'est contre vous que nous gagnerons la bataille de la paix. 9 décembre 1938, j'accélère. Voyez-vous, messieurs du gouvernement, l'image de votre faiblesse, ou plus exactement l'image de votre aptitude à courir toujours au secours des régimes totalitaires, s'est imprimée dans l'esprit des dirigeants de Berlin et de Rome. Tant qu'elle n'aura pas été effacée, ces deux puissances totalitaires se croiront tout permis. Vous êtes, monsieur le ministre des Affaires étrangères, comme on le dit notamment à propos de vous en Angleterre, le partenaire avec lequel il serait imprudent d'aller à la chasse aux tigres ou même à la chasse aux lapins. Pour qu'on ait confiance dans la signature de la France, il faut qu'elle soit donnée, conclut-il, par d'autres causes. 13 janvier 1939. Le fascisme hitlérien ne connaît pas de sommeil de digestion. Nous ne croyons pas qu'il soit impossible d'arrêter cette avalanche. Nous sommes convaincus que la modification de votre politique espagnole conditionne tout le reste. C'est sur ce secteur de l'Europe, ravagé depuis plus de 2 ans par la plus effroyable des guerres, que se joue l'avenir de notre pays. On s'est obstiné ainsi à ne pas voir que le fascisme n'était pas seulement un système de politique intérieure, mais exprimait une politique d'expansion et de conquête dont le racisme, l'anticommunisme, l'antimarxisme, l'antidémocratisme étaient des paravents commodes. 17 mars 1939. Avant la guerre, au lendemain d'une de ces épreuves de force auxquelles se livrait volontiers l'Allemagne du Kaiser, un grand ambassadeur français, Jules Cambon, dans une lettre qu'il écrivait à son frère, énonçait ainsi le devoir de la France. Devant le monde qui nous regarde, il s'agit maintenant d'avoir un peu de tenue. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères,
allez-vous-en pour que la France ait un peu de tenue. 11 mai 1939, sa dernière intervention. À nouveau, il appelle la France à s'allier avec l'Union soviétique. La faiblesse essentielle du front de la paix provient d'abord du fait que vous n'avez pas su ou pas fait l'effort nécessaire pour lui assurer la collaboration indispensable à l'Est de l'Europe, la collaboration soviétique. Messieurs, quelle que soit l'opinion des uns et des autres sur le régime soviétique, il faut nous rendre cette vérité évidente. Il n'y aura pas de coalition pacifique possible, ni à plus forte raison de coalition défensive efficace sans la participation de l'Union soviétique à cette entreprise. On peut imaginer ce que fut son trouble au moment du pacte germano-soviétique, mais peut-être d'autres y reviendront. Déprimé, a confié Sophia Jancourt à Claude Pelletier, atterré à raconter Charles Tillon. Et son discours s'achève sur un appel à afficher, je cite, la résolution française pour qu'elle devienne une certitude, et il en portera témoignage. Voilà, j'ai donc tracé des courbes avec ses propres mots. J'ai choisi ces extraits parce qu'ils me semblent dire quelque chose de l'histoire et pas seulement de celle de Gabriel Péry. Mais je les ai choisis naturellement de façon arbitraire parce qu'ils parlent aux députés que je suis, évidemment. Ils parlent d'une époque qui n'est pas la nôtre, mais qui voit autant de monstres s'agiter, de dépenses d'armement augmenter, de droit international piétiner, de conflits se nouer et perdurer sur le terreau d'un capitalisme de plus en plus débridé. Ces mots me parlent de lucidité et nous parlent sans doute de lucidité, de constance, de droit, d'exigence intellectuelle, de combativité politique. Son abnégation n'a d'égal que son refus viscéral du renoncement. Ne disent-ils pas également qu'on a toujours le choix, mais le plus tôt est le mieux? Gabriel Péry, comme il en parachèvera l'autoportrait avec ce texte intitulé « Non, le fascisme n'est pas le socialisme », un texte bien connu, et est une des figures centrales de l'antifascisme dans notre pays, d'un antifascisme peut-être qu'on pourrait dire intégral, sans quoi d'ailleurs il n'est pas d'antifascisme. Dans un simulacre affligeant, vous avez entendu les propos qu'il a tenus, implacables, qui évidemment explique aussi sans doute l'acharnement dont il a été particulièrement victime, dans un simulacre affligeant, dont j'ai lu le compte-rendu de l'Assemblée. N'est-ce pas d'ailleurs à cause de la matérialité insupportable de son discours, je reviens au début de mon propos. La déchéance de son mandat a été prononcée donc le 20 février 1940, comme celle des autres députés communistes qui avaient refusé de renier leur engagement après l'interdiction du Parti communiste, le 20 septembre 1939, et fut-il déchu, c'est un député qui fut exécuté voici 80 ans.